était donc évêque en Pologne à ce moment-là. Il n'avait pas encore développé la théologie du corps comme on la connaît aujourd'hui, mais dans cette pièce, c'est toute la théorie, c'est toute la théologie du corps qui se retrouve sous la forme de théâtre rhapsodique. C'est pour ça que c'est un peu difficile, parce que le théâtre rhapsodique, c'est un théâtre un peu de morceaux décousus qui se remettent ensemble, qui ensemble forment une belle méditation. Alors il va falloir vous concentrer, mais j'ai grande confiance. Je vous explique une petite chose. Avant la pièce, il y aura un prologue. Le thème, c'est le sacrement du mariage, la vocation du mariage, la beauté du mariage. Et ce prologue va montrer ce que, de façon comique, ce que peut donner le mariage sans jugement, puisque vous verrez que la miséricorde arrive, ce que peut donner le mariage quand c'est le mariage au hasard, le mariage qui n'est pas fondé sur le roc de nos vies. Alors, ne vous étonnez pas, une comédie pour commencer, ensuite la pièce de Jean-Paul II, en 3 actes, 3 couples. Un premier couple, Thérèse André, qui a entendu l'appel à cette vocation de mariage. Un deuxième couple, Anna et Stéphane, un couple en rupture, mais qui va être rejoint par la miséricorde de Dieu, qui vont ouvrir leur cœur. Et un troisième couple, les enfants, les plus jeunes, qui ne croient pas vraiment, mais qui cherchent. Voilà. Très bonne soirée à tous. Place au théâtre. Bonjour
Elle aimait beaucoup la chanteuse Blondie. Pourquoi tu t'appelles Blondie? Parce que tu es blonde. Mais non, je suis très électrique, moi. Électrique. J'aurais très bien pu m'appeler Brownie. Non, mais c'est juste en rapport que ma mère, elle aime aussi beaucoup James Brown. Moi, je m'appelle Simone. Ça ne fait peut-être pas très jungle non plus, mais au moins je suis sûre qu'ici, personne ne me dira en pouffant. En voiture, Simone. Je crois qu'ils ne comprennent pas. Donc ça sert à rien qu'on se fatigue pour rien. On pourrait peut-être leur faire un cadeau. Pour qu'ils comprennent qu'on ne veut pas la guerre. Mais que j'ai pas fait j'ai laissé mon chèque dans l'avion, moi. Réfléchis un petit peu. C'est démodé comme moyen de paiement en chèque. Vous avez gardé quoi avec vous? Bah, pas grand chose, j'ai mon portable, du maquillage, Don Juan, de la colle. Alors moi j'ai des branches, des cailloux, et du parfum. Du parfum, très bien ça. Alors attends, je sais pas si tu les as regardés, mais franchement, allez voir, je ne pense pas que ça les intéresse beaucoup. Ils sont bien importants. C'est le cadeau qui compte. L'odeur, ça va les intriguer. Ils vont trouver ça magique. Alors, juste, c'est du Chanel numéro 5. Ça me ferait vraiment mal de donner à des sauvages. Pourquoi t'as prévu de te permettre? T'as une tête ce soir? Non. Mais alors, vas-y, fais-toi plaisir. Toi d'abord, on va te voir. Vas-y. Fais quelque chose. La boulette. Mon doigt a glissé. Doigt a glissé. T'as appuyé sur la gâchette et là, on va tous mourir. Merci, Catherine. J'ai fait un cauchemar horrible. Alors, ça se passait dans un avion borne. Toutes les 7. Et en fait, ce n'était pas vrai. C'est ICK. C'est les sauvages du coin. On pensait les rendre aimables en leur offrant du Chanel numéro 5. Mais Catherine a failli en tuer un. Attendez. Ils font quoi là? Un barbecue. Un barbecue? Mais c'est sympa ça! Depuis qu'Cathy a repris la cantine d'Air France, j'ai perdu au moins 5 kilos. Alors un petit barbecue, ça fait pas de mal. Mais c'est nous le barbecue. C'est un barbecue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viandes. Moi, mon préféré, c'est le kebab à la dinde. Alors, fais gaffe qu'ils ne prennent pas au mot. Hein. Faut faire quelque chose, faut rattraper le coup. Ouais, faut tenter le truc là. Tu veux t'enfuir avec tes ampoules? Maman, elle a un gros diamant et elle dit c'est un beau cadeau. Qui va? Vas-y. Allez. Non mais j'ai pas. Non, allez. Allez, c'est pour vous. Il me demande en mariage. C'est comme dans un rêve. C'est comme si moi j'étais la princesse et lui c'était le prince. Je vis d'imagination et de rêve. Je vais engager ma vie et la sienne dans une rêverie. Mais j'accepte. Non, mais attendez, on va pas écouter ces sauvages. Si, c'est brut, mais à nous de leur apprendre la civilisation. Très bon. Bah, ça me. Mais attends, vous vouliez me manger et maintenant vous demandez ma main? C'est magique, c'est éblouissant. Je vais faire comme mon actrice préférée. Le coup de foudre, le mariage et une vie sur une île paradisiaque. Je vis des rêves et d'illusions et je veux engager ma vie et la mienne sur une fiction. J'accepte. Oui, je veux avoir un mari, je veux avoir un statut social. À deux, nous aurons plus de revenus et moins de frais.
Alors, bah, pour faire comme les autres, eh ben, je m'engage ma vie et la sienne. J'accepte. Qu'est-ce que tu fais? Tu gères prendre ma main sur une traduction. C'est ton tour. Oh oui, non. En fait, c'est pas clair. Blondie, tu peux reformuler? Non, ça veut dire oui. Ah non, ne creuse plus, t'es au fond. On dirait que tu traites un sujet de fille. Moi, je ne sais pas pourquoi je me marie, mais en fait, je suis le mouvement, on verra bien. Je vais engager ma vie et la sienne au hasard. Oui, j'accepte. De toute façon, je ne peux plus refuser. Tous les préparatifs du mariage sont prêts. La robe essayée, la salle réservée, le menu préparé, les faire-part envoyés. Je vais engager ma vie et la sienne. Moi, passer balai du coup. Pareil que dans les civilisations en feu, voilà, on dit que les hommes passent au balai. Ouais, et que ce que femme dit, homme exécute. Matin! Ça va? Bon matin. Ah, quoi vous faire? Bah, passer balai. Passer poussière. Faire course. Ah, viande. Non, fruits. Va vouloir manger fruits pour faire de douce. Bon. Viande. Mariage est un piège. Nous foutus. Nous foutus, oui. Foutu. Ah oui, nous foutus. Moi, on préférait faire. Bon, avec moi là-bas. Ouais.
déjà que le résumé de ton film. C'est comme notre relation, vide et nulle. Non mais t'as vu la robe de Diane? Allez, les bleus. Non, elle est criminelle. Non mais t'as vu comme elle se la pète avec? C'est toujours si elle s'est pas prise pour Miss France et moi je serais sa première dauphine. Avant-dernier au championnat, c'est joli gars. Non mais t'as raison, si ça fait trop serré, ça fait vulgaire. Match les boudins au club de basket de Trier. Je te le fais pas. On va passer une bonne soirée tous les deux, on va se parler. Mais d'abord, oh, tu m'écoutes, il faut, non, il faut qu'on fasse la liste de tout ce qu'on a à faire pour demain. Alors, il faut qu'on aille faire les courses, il faut qu'on trie les fruits secs, il faut qu'on repeigne les livres, il faut qu'on lave le sol, il faut qu'on nettoie les carreaux et les petits cailloux d'allée, il faut qu'on plante les fleurs, il faut d'ailleurs qu'on achète des fleurs. D'ailleurs, je me demandais quelle couleur tu veux pour le balcon, genre, je veux dire rouge, blanc. Moi, je pensais que tu pouvais faire la vaisselle. Ah oui, il faut qu'on se parle, mais sans le son, tu vois. Il faut qu'on fasse un beau silence extérieur pour un bel échange intérieur. La transmission de pensée, quoi. Tu captes mes ondes et je capte tes ondes. Et là, on peut se comprendre. On peut se concentrer et parler très fort dans sa tête. Tu me comprends là? Oui. Ça marche? Tu parles assez? Là, ta voix est très agréable. Pourquoi t'as dit à Simone, moins content de voir Momone tout à l'heure? Tu crois que j'ai pas vu le sourire que tu lui as fait? Et pourquoi t'as repris 3 fois de sa tarte, alors que quand c'est moi qui en fais, tu prends toujours le plus petit bout possible? Tu trouves peut-être qu'elle fait mieux la cuisine que moi? Oui? Non, ouais, je sais pas, moi. Il faut que je me réalise. Je sais pas si je suis vraiment en train de me réaliser là. En termes de développement personnel, je suis pas sûre d'être arrivée au stade où je devrais être à mon âge. Il faut que je prenne le temps de me retrouver, de savoir qui je suis, où je suis. Il faut que je me cherche. Oui. Trouvé. Momone est assis sur le truc qui voit rien. Alors, tu sais, allez, donnez la ligne. Vous les trouvez pas bien silencieux, les garçons?
là, qui était joué par le théâtre interécole, mais au lycée, vous vous en souvenez? On n'avait pas eu le courage d'y aller. Trop de textes, peu d'action. La théologie du corps, trop compliqué, on s'était dit. Si on avait su. La pièce s'appelait La boutique de l'orfèvre, il me semble. Ah oui, ça se passait dans une ville, une grande ville, Varsovie peut-être. Mais ça aurait pu être partout et de tout temps. Si, c'était l'histoire de 3 couples qui s'aimaient et qui se mariaient, mais qui rencontraient des doutes, des craintes ou des difficultés. Oui, le deuil pour André et Thérèse, l'erreur pour Anna et Stéphane, et le poids de leur histoire pour Monique et Christophe. Mais ils vivaient tous l'expérience de la miséricorde de Dieu. Ils n'avançaient pas seuls. Ou peut-être ils avançaient ensemble vers Dieu. Mais alors, dans notre histoire à nous, il nous manquait un pilote. Ou un parfait. Mes chers enfants, le théâtre va commencer ce soir exprès pour vous. Nous le rendons pour vous. Carole Wojtyla, Saint Jean-Paul II qui intercède pour nous. Les filles, nous avons fait n'importe quoi. Alors qu'à l'image de Dieu, le mariage et l'amour sont des dons sacrés qui nous aident pour le suivre vers sa voie sacrée. Je vous propose donc de regarder cette pièce. Oui, Venez par là. on le suit. Allez, vite. André m'a choisi. Il a demandé ma main. C'est arrivé aujourd'hui, cet après-midi. Il était 5 heures, ou 6 peut-être. Oh, je ne sais pas exactement. Je n'ai pas consulté ma montre, ni l'horloge de la vieille tour de l'hôtel de ville. A-t-on idée de regarder l'heure en de pareils instants? Il naît sans vous, en dehors du temps. André regardait devant lui comme s'il voulait attirer mon attention sur une route infinie qui se déroulait et qui se déroulerait si à sa demande je répondais oui. Je n'ai pas dit oui tout de suite. Ce n'était pas pour réfléchir, non, ni peser le pour ou le contre. Ma réponse semblait prête. Elle s'enracinait. Nous le savions tous deux. Au fond de notre passé, elle s'élançait dans notre avenir. Et comme la navette du tisserand, entrait dans notre existence pour en saisir la trame et révéler le dessin. André ne me regardait toujours pas. Il fixait la route devant lui. Ma route vers Thérèse était longue. Je ne l'ai pas trouvée tout de suite. Éprouvions-nous quelques pressentiments le jour où nous nous sommes rencontrés? Je ne peux pas répondre. Était-ce déjà l'amour? Je ne sais pas. Au bout de quelque temps, j'ai bien dû me rendre à l'évidence. Thérèse se trouvait bel et bien dans le champ de mon attention. Il y avait en elle quelque chose qui répondait à ma personnalité. J'étais comme obligé de m'intéresser à elle. J'aurais pu ne pas me comporter comme je sentais devoir le faire, mais je ne trouvais pas de sens à cela. Thérèse, comme chaque être humain, comme chaque femme, était un monde lointain. Jeter un pont entre nous deux me paraissait cependant possible. J'ai invité cette idée à germer en moi, et même à éclore. Une invitation réfléchie, dictée par un acte volontaire. Je ne voulais plus me laisser emporter par les attraits et les séductions. Ils m'empêcheraient de sortir de moi-même pour rejoindre. C'était là l'effort, la difficulté. Mes sens se nourrissaient à chaque pas du charme des femmes rencontrées. La beauté qui joue sur nos sens est un don difficile ou dangereux. Peu à peu, j'ai appris à préférer la beauté qui agit sur l'esprit, la vérité. J'ai décidé de me mettre en quête d'une femme dont le moi serait le mien, pour qu'un pont existe entre nous, et non une passerelle chancelante entre les roseaux et les nénuphars. Mon intérêt pour Thérèse ne cessait de croître. L'amour est l'un des processus de l'univers qui mènent à la synthèse. Unifie ce qui est séparé, élargissent et enrichissent ce qui est étroit et limité. Je l'avoue, la déclaration d'André m'a surprise. Ceci dit, elle ne m'a pas complètement prise au dépourvu. Je me sentais, en quelque sorte, faite pour lui. Il me semblait que je pourrais
je l'aimais déjà? Non. Non, je ne me permettais pas de porter en moi un sentiment qui resterait sans réponse. Je me souviens surtout, un certain mois, une soirée en particulier. Nous étions un groupe de camarades dans la montagne. La nuit nous a surpris dans la descente face au petit lac. Fascinés, interdits, nous regardions. Quand, je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours, éclata au-dessus de nos têtes un cri. Était-ce un homme en détresse ou la plainte d'un oiseau attardé? Le même cri retentit de nouveau. Les garçons y répondirent. Leur voix courait à travers la nuit endormie. Un homme les aurait entendus. Mais l'appel ne s'est pas reproduit. Une idée m'a soudain ébloui à propos des appels. Elle m'est revenue aujourd'hui. Oui, les appels ne peuvent pas toujours être entendus, et je l'ai compris à propos d'André et de moi, et j'ai ressenti tout le poids de la vie. Par cette nuit splendide, dans la féerie de la montagne, tout semblait à sa place, indispensable, en harmonie avec l'univers. Mais il n'y avait que l'homme, en déséquilibre et perdu. Aujourd'hui, André m'a demandé: veux-tu être pour toujours la compagne de ma vie? Au bout d'un certain temps, je lui ai répondu oui. Puis je lui ai demandé s'il prenait des appels. Depuis quelques années, elle marchait à mes côtés. Elle allait, elle s'épanouissait. Je ne le voyais pas refusant de recevoir ce qui me paraît aujourd'hui le plus magnifique des dons. Au bout de quelques années, nos chemins, qui divergeaient, ont fini par se réunir. Ces quelques années nous ont été inestimables pour nous apprendre à lire la carte complexe des appels et des signes. Il le fallait, plus même besoin de pont. Mon pays était devenu le sien. Quand, dans notre vieille ville, les hommes sortent de leur bureau où ils projettent de nouvelles cités, il fait déjà nuit en octobre. Les boutiques illuminées attirent les femmes et les jeunes filles qui rentrent chez elles. Avec Thérèse, un jour, nous étions devant une vitrine de chaussures pour dames. J'ai demandé, presque en murmurant, comme le font les amoureux: à quoi penses-tu, Thérèse? Je ne pensais plus aux appels, ni même à André. Je ne pensais qu'aux chaussures à talons hauts. André était plus grand que moi. Je devais donc me hausser pour atteindre sa taille. Me hausser, c'était donc penser à André et à moi par rapport à lui. Désormais, je pensais toujours à nous deux. Puis, nous nous sommes arrêtés devant la boutique de l'Orfèvre. André m'a prise par la main et a dit: entrons, Thérèse. Allons choisir nos alliances. Nos alliances, simples produits de métal noble, une fois glissées, l'une par moi au doigt de Thérèse, l'autre par Thérèse à mon doigt, elles deviendront agents de notre destin, rappel de notre passé, leçons à retenir et clés de notre avenir. Reliant ce qui fut avec ce qui sera, elles vont nous unir à chaque instant de notre vie, comme les deux derniers maillons d'une chaîne. Unis l'un et l'autre devant le symbole, nous restions en silence devant la boutique. J'ai senti Thérèse se serrer plus fort contre moi. C'était là notre présent, la conjonction du passé avec notre avenir. Derrière nous, quelqu'un s'est mis à parler à voix haute. C'est un orfèvre qui tient cette boutique. Son art est assez particulier. Il fabrique des objets qui incitent à des réflexions sur le destin. Par exemple, il dort les montres. Mesure du temps, elle rappelle à l'homme que tout est fugitif, que tout change, que tout passe. Les alliances ne sont pas restées longtemps dans la fin. Le bijoutier nous a regardé longuement dans les yeux, évaluant les carats du noble métal. Il a prononcé des paroles surprenantes qui se sont gravées dans ma mémoire. Le poids de ces alliances ne se mesure pas au poids du métal, mais au poids de l'homme, de chacun de vous et de vous deux ensemble. Ah, le poids de l'homme, la densité de l'homme. Y a-t-il quelque chose de plus dense et en même temps de plus insaisissable que ce poids en continuelle gravitation, au vol éphémère, en forme de spirale, d'ellipse ou de cœur? Ah, ce poids propre de l'homme.
mais aussi ces failles, cette forêt obscure, ce gouffre, ces adhérences, ces détachements difficiles du cœur de l'homme. Et au milieu de tout cela, la liberté, parfois même un déchaînement de liberté, mais un déchaînement dans une forêt obscure. Et au milieu de tout cela, l'amour jaillissant de cette liberté comme une source de la terre. Voilà l'homme. Il n'est pas transparent, ni monumental, ni simple, indigent plutôt. Voici un homme, en voici 2, 4, 100, 1 million. Multiplie tout cela par toi-même et tu auras le facteur de l'humanité, le facteur de la vie humaine. Nous restions donc là, réfléchis dans la vitrine, comme dans un miroir qui capte l'avenir. Voici André qui prend une alliance. Voici Thérèse qui prend l'autre. Et que pensent-ils, les invités à leur mariage? Mais quelle magnifique situation! Elle incite au rêve! Mettez-nous-en à la réalité. L'homme vit avec sa traînée d'ombre, sa traînée de lumière. La lumière, c'est de la ombre. Et l'ombre, c'est de la lumière. Regarde, voici 2 nouvelles personnes, Thérèse et André. Ils sont 2, pas encore un, désormais un, mais toujours 2. Mais mes chers, elle doit être sensible, émue. C'est peut-être pour cela qu'elle paraît triste. Regardez, l'éclat d'un diamant dans la cravate d'André, la blancheur d'une fleur dans les cheveux de Thérèse. D'origine de différence, ces éclats. Le vin a aussi son éclat. Le vin est matière. Qu'un être humain vit en un autre, et c'est l'amour. André, le vin, rayonner l'un dans l'autre. Ah, combien de paroles et de cœur. Ah, combien de paroles et de cœur. Ah, combien de paroles et de cœur. Enthousiastes, souriants, nous accompagnerons sur le portique le long de l'allée, jusqu'à ce que les véhicules et la route nous séparent. Une fois dans votre voiture, vous devrez rester seul. Allez, revenons aux étoiles, à l'amitié, à la tendresse. Les hommes ont besoin de tendresse. Ils ont besoin d'intimité. Thérèse, André. Arbre, tronc droit et lancé, là-haut à 300 000 km vers la Lune. Thérèse et André, ils sont 2. Et quand on est 2, la Lune joue comme un petit tambour dans la profondeur des yeux, dans la profondeur des cœurs. L'amour bat dans les temps. Chez l'homme, il devient pensée et volonté. Volonté de Thérèse d'être André. Volonté d'André d'être Thérèse. Oui. C'est étrange et pourtant inévitable. Un jour, l'un devra s'éloigner de l'autre. Il y a une fin de l'homme à l'homme. L'homme n'est pas tout. Comment faire Thérèse pour rester à jamais André? Comment faire André pour rester à jamais Thérèse? Si l'homme ce n'est pas tout. Le corps, la pensée passe par lui. Elle ne s'y accomplit pas. L'amour s'y accomplit. Thérèse, André, pour vos pensées, pour votre amour, réunissez-vous. Nous étions toujours devant la vitrine du bijoutier, changés en un miroir qui nous reflétait tous deux. Et j'avais aussi l'impression d'y être observé par quelqu'un qui s'y cachait et qui me connaissait. André, je suis persuadée que nos images sont incrustées à jamais dans cette vitrine, qu'on ne peut ni les effacer, ni les en sortir. Je pense même qu'elles doivent y être depuis le commencement, bien avant que nous soyons venus devant cette boutique. Quant à l'orfèvre, j'ai senti que son regard, doux et perçant à la fois, sondait nos cœurs, cherchait dans leur passé. Connaissait-il aussi notre avenir? Dans ses yeux, il y avait une grande fermeté, mais aussi une telle chaleur. L'inconnu cessait de nous faire peur. C'est de l'amour que dépend l'avenir. Oui, André. Oui, c'est de l'amour que dépend l'avenir.
J'étais bouleversée par les événements de ces derniers jours. J'y songeais avec amertume. L'amertume, on la trouve dans notre âme, dans le désenchantement, dans la déception. Elle s'infiltre dans nos actes, dans nos paroles, dans nos pensées, et jusque dans notre sourire. Devais-je vraiment me sentir déçue et leurrée? Ce qui m'arrivait n'était-ce pas normal? N'était-ce pas une fatalité dans la vie d'un couple? Stéphane essayait de m'interpréter ainsi, lorsque je me suis empressée de lui confier mon premier chagrin. Il m'écoutait, sans vouloir me comprendre, je l'ai bien senti, et cela m'a rendue encore plus amère. Il ne m'aime plus, me suis-je dit. Ma tristesse lui est indifférente. Oh, en apparence, rien n'avait changé. Stéphane se comportait comme auparavant. Mais il ne savait pas guérir la blessure ouverte dans mon âme. Peut-être ne le voulait-il pas? Allait-elle cicatriser d'elle-même? Mais ainsi cicatrisée, n'allait-elle pas continuer à nous séparer? Stéphane se croyait lui dans son droit, mais moi, je refusais d'être considérée comme une propriété. Je ne faisais pas d'effort pour excuser Stéphane. Finirais-je par lui pardonner? Ou bien la fissure demeurera-t-elle? La frontière entre l'égoïsme et le non-égoïsme est incertaine. J'étais mère. Dans la chambre proche de la nôtre, chaque soir s'endormaient nos enfants. Marc, l'aîné, Monique et Jean. Leur chambre était paisible, et la fissure qui me tourmentait n'était pas encore dans leur âme. J'ai rencontré cette femme pour la seconde fois, ici, devant la boutique de l'orphelin. Il ne se rend pas compte, je crois, à quel point son art influence la vie des gens. Un jour, j'ai eu l'occasion de bavarder avec lui à ce sujet. Le soleil brillait, et la luminosité de la rue était si forte qu'elle faisait cligner des paupières. Les gens, sans protéger, portaient des lunettes noires. Dans le verre de ces lunettes se noyait comme dans un puits l'expression et la couleur de leurs yeux. Ils voyaient tout cependant, dans une teinte particulière, il est vrai, mais sans être ébloui par la trop forte lumière. Maintenant, la boutique de l'enfer est fermée. Les visages des passants se noient dans la pénombre du soir. Je passais souvent par là pour me rendre à mon travail, mais je n'avais jamais fait attention à cette boutique. Cependant, depuis l'apparition de la lézarde, les alliances en or m'attiraient. Symbole de l'amour humain et de la fidélité conjugale, elles me touchaient beaucoup autrefois, quand notre amour était indéniable, quand les harpes du monde jouaient l'accord de nos cœurs. Pourquoi ce silence maintenant, auquel ni l'un ni l'autre ne savons remédier? Stéphane est responsable, il me semble. Je n'arrive pas à trouver de faute en moi. Notre vie s'est changée en une pénible existence à deux. Il ne nous reste que la somme des devoirs, de moins en moins d'enthousiasme, de moins en moins de liens entre nous. Un jour, en revenant à la maison, je me suis dit, et si je vendais mon alliance? Stéphane ne s'en apercevrait même pas. Je n'existais plus pour lui. Me trompait-il? Je n'en savais rien et ne voulais pas le savoir. Il m'était devenu indifférent. Joue-t-il aux cartes après le bureau? Il rentrait tard en tout cas, sans une parole, ou alors insignifiante. Et la plupart du temps, je ne répondais pas. J'ai pris ma décision. Je suis allée dans la tête. 17 mai 1942. Impossible d'en sortir 1 milligramme. Ma balance assez particulière indique 0. Elle ne pèse pas le métal, mais la vie de l'homme et son destin. Votre mari est vivant, il me faut les 2 alliances pour la faire bouger. Honteuse, j'ai repris mon anneau et j'ai quitté la boutique, suivie me semble-t-il par le regard de l'orfèvre. Ce n'est pas par hasard que j'ai trouvé cette femme devant la boutique, mais c'est par hasard que j'ai commencé à lui parler. Elle avait tellement besoin de se confier à quelqu'un. Elle m'a tout dit de sa vie. Le vieux bijoutier, il avait bouleversé par son refus de lui racheter l'alliance devenue inutile. En l'écoutant, j'ai entrevu l'étendue de l'amour et de ses pentes dangereusement abruptes. Si tu glisses sur l'une d'elles, tu risques d'errer en bas, au-dessous de la route, sans pouvoir remonter. Elle me parlait de Stéphane avec une multitude de détails, comme si je devais être son juge. Je m'étonnais de me confier ainsi à un inconnu, mais il m'écoutait sans m'interrompre. Je lui parlais comme une femme blessée qui souffre dans son amour. Cependant, c'était un monologue préparé depuis longtemps, une accusation, fait après fait, dont j'étais sûre. Puis, quand nous nous sommes retrouvés devant la boutique de l'orfèvre, un
homme, Adam, m'a annoncé. Dans quelques instants, le bien-aimé passera par ici. Le bien-aimé parcourt chemins et routes à la rencontre des gens. Il lit dans leur cœur. Quand l'amour d'un homme est mauvais, il en souffre. Quand un homme est sans amour, il en souffre encore plus. Pourquoi veux-tu vendre ton alliance? Que veux-tu détruire par ce geste? Ta vie? À chaque instant, nous la vendons. À chaque geste, nous la détruisons. Avoir du courage, ce n'est pas s'éloigner, errer des jours, des mois, des années, s'y revenir à sa place, s'y retrouver. La vie est une aventure, mais elle n'est pas pour autant privée de logique, de rigueur. Il ne faut pas laisser la pensée seule à seule avec l'imagination. Mais que faut-il faire alors? La laisser avec la vérité, bien sûr. La vérité. N'est-ce pas ce qu'on ressent le plus intensément? J'étais une femme, à la fois subtile et passionnée. L'amour n'amène-t-il pas des sens et du raffinement? Ce sont eux qui font qu'un être est attiré dans l'orbite d'un autre. Voilà la vérité. Adam n'est pas d'accord avec moi. Selon lui, l'amour est la synthèse de deux êtres, de deux existences qui se rencontrent à un certain moment pour fusionner en un seul. Puis il a ajouté: Le bien-aimé passera par ici. cette nouvelle, entendue pour la seconde fois, m'a fascinée, éveillant en moi un désir d'aimer quelqu'un de parfait qui serait tout à fait différent de Stéphane. Animée par ce désir soudain, j'ai cru retrouver et ma jeunesse et ma beauté. Je me suis mise à courir, à dévisager les hommes qui passaient. Le premier d'entre eux qu'elle a frôlé. La même pas de la tête. Il avait l'air d'un directeur d'entreprise, il semblait occupé par ses affaires. Comme elle se heurtait contre lui, il lui dit: Mais il n'a même pas tourné la tête, il ne l'a même pas regardé. Dommage, j'aurais bien voulu attirer son attention. Était-ce ainsi que se traduisait mon désir d'être aimé? J'étais en tout cas convaincue en moi. Cela me porte à réfléchir sur l'amour humain. Rien ne paraît être autant à la surface de notre vie, et rien n'est plus inconnu et secret. L'opposition entre ce qui est apparent dans l'amour et ce qui est mystérieux provoque le drame, l'un des plus poignants de notre existence. La surface de l'amour recèle un courant vif, chatoyant, versatile, kaléidoscope d'ondes et de situations d'un charme extrême. Et il est vertigineux ce courant, au point de vous emporter tous, hommes et femmes. Et, une fois emportés, vous imaginez avoir percé le mystère de l'amour, alors que vous ne l'avez même pas effleuré. Heureux durant un temps, vous croyez être parvenu au sommet de l'existence, lui avoir arraché tous ses secrets de sorte qu'il ne reste plus rien. Et oui, il ne reste rien passé cet emportement. Mais ce n'est pas possible qu'il ne reste rien, croyez-moi. L'homme est un continuum, un tout qui ne finit pas. Il est impossible qu'il ne reste rien. Le second passant réagit tout autrement. Se sentant envisagé, il accueillit son regard et dit aussitôt: Elle avait tellement envie de prendre son bras, de se presser contre lui. La soirée est chaude, l'aide de lumière dont la bruit des feuilles d'automne. Elle avait tellement besoin d'une présence masculine à ses côtés, tellement envie d'une promenade sous les marronniers. Il dit encore. Entrons dans cette boîte. Écoutez de la musique locale. Et après, il ne m'a pas répondu. J'ai eu peur de cet après. Il avait d'être une femme, me suis-je dit. Il ne me le dit pas maintenant, mais c'est alors que j'ai compris ce que signifiait l'expression femme d'un soir. Je ne sais plus combien de temps j'ai marché, ni dans quelle direction. Elle a emprunté les allées qui contournent la vieille ville et s'est dirigée vers une ancienne église qu'elle connaît. Sur sa façade, des statues de saints, à l'intérieur, devant le crucifix, une lampe allumée. Elle marchait, toujours obsédée par la même pensée. Rencontrer quelqu'un. Un homme l'a saluée en soulevant son chapeau, la regardait attentivement, puis s'est vite recouvert en murmurant: Ah non, je n'ai pas le plaisir. Le trottoir. Le bord, le bord. Elle marche sur le bord. Petite fille, elle courait sur le bord du trottoir, sans que son pied ne glissât sur la chaussée. La voilà à nouveau sur le bord du trottoir. Elle ne court pas, elle marche. Tiens, tiens, tiens! Et vois-tu, modèle de luxe,
l'amour n'est pas sur le passage. Il a le goût de tout l'être humain, son poids propre et le poids de son destin. Il ne peut pas être un moment, l'éternité passe par lui. Il est à la dimension de Dieu, car Dieu seul est éternité. Homme, tourné vers le présent, tu voudrais oublier, tout oublier, rompre avec l'éternité. Exister un moment, un instant, maintenant. Prendre tout l'espace d'un instant et tout reperdre aussitôt. Les paroles de Stéphane me revenaient. Chérie, je t'achèterai une belle voiture. Beau élégant, nous nous lancerons sur des routes inconnues. L'homme la regarde, il s'approche, il baisse encore la vitre. Sa voix est claire, sa voix est chaude lorsqu'il lui dit « Me permettrez-vous de vous accompagner ?» D'un geste, il l'invite à prendre place auprès de lui. Il va démarrer, accélérer, et ils rouleront ensemble sur des routes inconnues, des mains d'homme sur le volant. Comme il est doux de poser sa tête sur l'épaule d'un homme parce que le ruban de la route se déroule devant nous et il y aura de lumière partout. De nouveau, elle sera quelqu'un. De nouveau, elle existera. Il répète. Me permettriez-vous de vous accompagner? Oui, je voudrais qu'il me raccompagne, oui. Sa main est déjà sur la poignée. Elle va ouvrir la portière quand tout d'un coup... Non! Je reviens pour te montrer cette rue. Vois-tu ces jeunes filles qui parlent à Kiri? Sais-tu où elles vont? Acheter de l'huile pour leur lampe éteinte afin qu'elles brillent à nouveau. Ah oui? Les voilà passées. Comptez, elles doivent être 5. Ce sont des jeunes filles sages. On les verrait plutôt dans de longues robes orientales, mais que veux-tu? Elles s'habillent pour notre climat et selon nos coutumes. Il n'y a que leurs lampes qui paraissent insolites et étonnent les gens. Pas tellement d'ailleurs. À notre époque, plus personne ne s'étonne de rien. Et là, plus loin, tu vois, ce sont des jeunes filles folles. Elles ont posé leurs lampes par terre et elles dorment. Elles marchent comme des somnambules. Il y en elles un espace endormi. Le même espace est en toi. Je suis venu pour te réveiller à temps, il me semble. Pourquoi me réveilles-tu? Pourquoi? Pour que tu rencontres l'époux. Le bien-aimé va passer par cette rue. Les jeunes filles sages se préparent à l'accueillir avec de la lumière. Les jeunes filles folles ont perdu leur lampe et elles dorment. Oui, leur lampe roulait sur le sol et on manque d'un train en sortant du sommeil. Le bien-aimé marche vite, sans doute, il n'attend pas. Oh si, il attend. Mais il attend. Comment t'expliquer? Il attend au-delà de toutes ces amours sans lesquels l'homme ne peut vivre. Toi, par exemple, je t'ai vu dans la rue tout agité, à la recherche de quelqu'un qui voulait bien s'intéresser à toi, te prendre par la main, t'accueillir. J'ai presque entendu ton âme au désespoir. Anna, comment te prouver qu'au-delà de toutes ces amours qui remplissent notre vie, il y a l'amour? Le bien-aimé va passer par cette rue et par toutes les rues. Comment te prouver que tu l'as, bien-aimé? Il faudrait percer une couche de ton âme comme on creuse la terre en se bois pour trouver une source dans la verdure de la forêt. Tu l'entendrais dire alors, ma chérie, tu ne sais pas à quel point tu fais partie de mon amour et de ma souffrance. Aimer, c'est donner la vie au-delà de la mort. C'est faire jaillir dans les profondeurs de l'âme une eau qui brûle, couve sans pouvoir se consumer. La flamme te dévore, n'est-ce pas? Tu ne ressens pas la fraîcheur de la source, Anna? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que tu as parlé à mon âme. Ne t'en fais rien, elle ne fait qu'un avec mon corps. Comment existerait-elle sans lui? Comment la concevoir sans lui? C'est l'heure du bien-aimé. Il approche. Les jeunes filles sages s'avancent avec leurs lampes allumées. Elles ont dû en nettoyer les verres. La lumière grandit. Elles marchent gaiement. On dirait qu'elles dansent. Sont-elles innocentes et pures? Ont-elles eu de la chance dans la vie? Pas comme moi. Je suis folle. Je suis une jeune femme folle. On m'a réveillée et je continue à dormir. Un homme est arrivé. Elle a marché vers lui jusqu'à ce qu'elle aperçoive son visage. J'ai failli crier en le voyant. C'était le visage de Stéphane. Terrifiée, j'ai reculé près d'Adam et j'ai pris sa main. Je sais pourquoi tu recules.
Tu ne peux supporter la vue de ce visage. J'ai vu le visage que je déteste et je devrais l'aimer? Pourquoi exposes-tu une telle épreuve? Anna, le visage de tous ceux qui ont captivé notre amour de ce côté de la vie et de l'existence ressemble au visage de l'époux. Ils sont tous en lui. Mais j'ai peur. As-tu peur de l'amour? As-tu vraiment peur de l'amour? Oui, laisse-moi, cesse de me tourmenter. L'époux est le visage de Stéphane, et ce visage m'effraie. Quand ses rêves et ses pensées se sont évanouis, elle s'est retrouvée au même endroit, devant la boutique fermée. Elle se rappelait les yeux du vieil orfèvre qui lui ordonnait, qui lui disait: Tu ne dois jamais te retrouver au-dessous de mon regard. Ma balance indique le poids de ta vie. Tu ne dois rien en perdre. Pourquoi le bien-aimé avait-il le visage de Stéphane? Je suis allée vers lui pleine d'espoir. Pourquoi avait-il ce visage? Pourquoi? Pourquoi? « 27 ans ont passé. Le jour où Christophe m'a parlé de Monique, je suis revenue à la maison, je m'en souviens, plus lentement que d'habitude. Comme s'il me fallait de nouvelles rues, des chemins plus longs pour réfléchir aux paroles de mon fils. Je connaissais l'existence de Monique depuis un certain temps déjà. Elle faisait les mêmes études que Christophe, elle s'intéressait beaucoup à elle. Où en suis-je? Où mes pas m'ont-ils conduit? Ça y est. Je suis, il me semble, devant la boutique de l'orfèvre. Dans son singulier miroir jadis, un soir d'octobre, André et moi avions vu notre destinée. Par le truchement de ces alliances en or, nous nous confondions, André et moi, au point de former un seul être. Nous avions lu dans le miroir notre avenir immédiat. Après, tout se brouillait. C'était l'inconnu. Notre fils Christophe n'apparut pas dans la vision. La disparition d'André non plus. Christophe venait d'avoir 2 ans quand André partit pour le front. Il le prit dans ses bras, il l'embrassait, comme s'il savait que c'était pour la dernière fois. Christophe, à vrai dire, n'a pas connu son père. Pourtant, notre union ne vit qu'à travers lui. Maintenant, il est grand Christophe. Non! Pour moi, André n'est pas mort, il n'est pas tombé à la guerre. L'orfèvre avait choisi nos alliances derrière le miroir. En dehors du miroir, notre destin s'est disloqué. Nous sommes restés un, quand même. Tiens, voilà Monique et Christophe qui sortent de la boutique. Ils ne voient pas, ils sont tous gelés. Tu sais, Monique, je n'ai pas connu mon père tombé à la guerre. Je ne sais pas comment être un homme. Je n'ai pas vu mon père dans la vie de tous les jours. Je ne l'ai connu que par ma mère, par sa vie restée en elle. Déjà, enfant, je pensais, plus que tu ne le crois, à son sort de femme, à son amour pour un homme absent qui se cristallisait en moi. Je rêve pour toi d'un autre destin. Je voudrais, à tes côtés, un homme en chair et en os, et que tu communies avec lui, comme nous communions maintenant. Chérie, comment se fait-il que je quitte ma mère pour la retrouver en toi? Nous, construisons-nous. Je me fais peur et j'ai peur pour toi. Ton père est parti, il est mort. Pourtant, l'union de tes parents survit. Tu es son légataire. Moi, mes parents sont des étrangers l'un pour l'autre. Pas l'ombre entre eux d'une communion à laquelle on rêve quand on accepte le cadeau d'une vie à deux et qu'on veut le donner. Chérie, ne faisons-nous pas fausse route? Notre amour pourra-t-il durer? Ne t'éloigneras-tu pas un jour, comme mon père, devenu étranger à la maison? Ne m'éloignerai-je pas, comme ma mère? Quelle angoisse devant l'avenir. Mais il faut se le dire, l'amour se mêle à notre destinée. Si nous arrivons à le défendre face au destin, nous gagnons. Mais c'est là tout ce que nous pouvons faire. Les limites de l'homme sont là. Si je prends tes mains refroidies, si je les réchauffe entre les miennes, nous naîtrons ensemble en un seul être, pour former une vie nouvelle,
En ai-je le droit? Notre amour a-t-il une chance de réussir? Nous devons être ensemble, Monique, même si je devais disparaître très vite comme mon père. Ne pensons plus à nos parents. L'amour est un défi que Dieu nous lance constamment, peut-être pour que nous défions le destin. Oui, tu as raison, Christophe, nous devons être ensemble. J'ai tout de même peur. L'amour est un défi, en effet. Tu prends pour femme quelqu'un de difficile, sensible à l'excès. Je m'enferme facilement. Je sécrète un fil qui m'entrave. Passer à côté de toi, Monique, je ne le peux pas. On n'aime pas quelqu'un pour son caractère facile. Et d'ailleurs, pourquoi aime-t-on? Pourquoi je t'aime, Monique? Ne me demande pas de te répondre, je n'en sais rien. De toute manière, nous sommes toujours trop près ou trop loin de l'objet de notre amour pour le voir et trop engagés pour le juger. Comment savoir, pris par la chaleur des sentiments, si notre amour est œuvre de création? Oui, il l'est s'il en reste quelque chose, passer la vague des émotions, mais on ne le sait qu'après. Oui, tout cela est vrai, Monique. Sais-tu ce qui me réjouit le plus dans la tempête que nous traversons? Notre vérité. Grâce à elle, nous restons quelque peu lucides. Oh André, j'ai compris ce soir combien notre vie influence la leur. Monique est traumatisée par la fissure apparue dans l'amour de ses parents. Christophe essaie de réparer. Ton amour pour moi le rend fort, mais faible aussi. L'amour pour un absent le hante. Oui, nous sommes pour nos enfants assez difficiles à franchir. Comme j'aimerais qu'ils entrent dans la maison de leurs âmes sans s'y heurter. Même s'ils ferment leurs portes, nous sommes déjà chez eux. Et leur vie, c'est effrayant à constater, est la véritable mesure de notre œuvre et de notre souffrance. Ils sont aujourd'hui devant cette boutique à la singulière vitrine, comme je l'étais jadis. Il y a des vérités qui restent, et celle qui a pris corps en nous devient la leur. Rien n'est fini, mes enfants. L'homme retourne toujours à la source de son existence, et il espère que cette source est l'amour. Ce soir, l'orfèvre a comme moi 27 ans de plus. Mais en choisissant vos alliances, il vous regarde comme il nous regarda. Il sonde vos cœurs comme s'il déterminait la hauteur de votre nouvelle existence. En prenant nos alliances, nous étions émus. Ta main, Monique, tremblait. Nous étions insensibles aux paroles du vieil orfèvre. Et d'ailleurs, excuse-moi mère, je sais qu'il t'impressionne, ses yeux nous paraissaient peu significatifs. Et s'il ouvrait la bouche, c'était pour énoncer des vérités connues depuis toujours. La main de Monique, qui tremblait, m'a parlé davantage. J'étais ému et troublé de l'être aussi profondément. Je me suis vu, avec Monique, à travers cette émotion. Je l'aime, je crois. Fascinés l'un par l'autre, nous étions insensibles à tout le reste. En prenant la mesure de nos doigts et de nos alliances comme n'importe quel artisan, toute la beauté du moment était en nous, dans ce que nous ressentions, dans le fil de notre amour. Mais que construisez-vous, mes enfants? Vous qui êtes insensibles aux paroles du vieil orfèvre, qui traduisent la quintessence de chaque mariage dans le monde. Quelle densité aura votre amour? Donc tu sais, Christophe, chaque fois que j'essaye de me représenter le jour de notre mariage, et je sais souvent, je pense à ma mère et à mon père. Ils répètent au théâtre de mon imagination et de ma pensée leur rôle de parents et d'époux. Que leur visage me fatigue. Mais quand allons-nous enfin nous lier les deux, vivre notre propre vie? Quand mon père cessera-t-il de se confondre avec toi? Je voudrais que tu sois Christophe et personne d'autre. Je voudrais être à toi, mais être moi m'en empêche. Crois-moi, cela ne se passera pas comme tu penses. Les gens ont leur profondeur, pas seulement des masques. Que sais-tu de ton père, Stéphane, et de ta mère, Anna? Le jour de notre mariage, ils t'entoureront. Tu seras au milieu d'eux. Tu seras mûr pour la douleur d'un nouvel amour, d'un nouvel enfantement. Et nous serons tous immensément joyeux, atteignant presque ce que nous avons l'habitude d'appeler le bonheur.
conflit, il fut le dernier à le voir. Et même, à son retour du front, c'est lui qui rapporta à Thérèse les ultimes paroles de son mari. Monique et Christophe s'approchent l'un l'un de l'autre. Monique resplendit, Christophe, un peu pâle, lui prend le main. Ils avancent en tête du cortège. Oui, c'est magnifique, mais la boutique de Orfèvre reste derrière nous. À droite. Les deux mariés échangent leurs alliances. Ils s'éloignent se tenant par la main. Nous restons les derniers. Les jeunes sont partis, droit devant eux, sans même jeter un regard, sans même sonder l'avenir dans le reflet du miroir. Le mystère, l'inconnu commence pour eux dès à présent. Christophe entoure Monique de son bras, comme pour la protéger, exorciser le destin de ses parents. Non mais dis donc, les parents de Monique restent là. Thérèse aussi, avec Adam. Mais doivent-ils s'inquiéter du choix de leur fils? Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici, Adam. C'est là, à cet endroit que je t'ai connu, tu te souviens? Tu m'as dit, par cette rue passera bientôt le bien-aimé. Tout d'abord, je l'ai attendu avec les jeunes filles endormies. Puis, j'ai rejoint le groupe des jeunes filles qui, avec leurs lampes allumées, allaient à sa rencontre. Le bien-aimé est arrivé, j'ai voulu voir son visage. J'ai vu le visage de Stéphane. Terrifiée, j'ai voulu m'enfuir. Mon premier amour pour Stéphane est une source asséchée. Il lui est impossible de rejaillir. Je m'efforce pourtant de croire en lui, en un certain nombre des choses, en ma vie aussi. Et je me suis mise à réfléchir. La faute était-elle uniquement de son côté? Non, également du mien. J'ai cessé de lui couper la parole, de l'accabler de mon silence. A-t-il changé? Je ne sais. Sa présence me pèse moins, je semble moins le déranger. Vit-il ma vie et moi la sienne? Nous vivons plutôt la vie de nos enfants. Je comprends que l'époux est pour moi le visage de Stéphane. Je reste cependant une jeune fille folle qui a oublié de se procurer de l'huile. Et ma lampe brûle misérablement, consume les fibres de mon âme. J'ai revu Anna ce soir. Après tant d'années, elle est encore sous l'effet de sa rencontre avec l'époux. Elle a pris le chemin de l'amour complémentaire. Elle complète quand elle donne et quand elle reçoit, et dans d'autres proportions qu'avant. La crise par laquelle elle est passée était très grave. Tout menaçait de s'écrouler. S'il n'y avait eu la rencontre avec l'époux, le renouveau ne peut commencer que par lui. Au début, Anna n'en a ressenti qu'une vive douleur. Peu à peu, l'apaisement est venu. Quelque chose s'est mis à grandir, quelque chose d'insaisissable, et qui n'avait pas pour eux le goût de l'amour. Mais ils finiront, je pense, par le trouver. Anna se retrouve plus facilement que Stéphane. La cause du drame, il faut la chercher dans le passé. Il y a eu tout simplement erreur. Les gens se laissent emporter par un amour absolu, mais qui n'a pas les dimensions de l'absolu. Et ils sont tellement victimes de leurs illusions qu'ils ne ressentent même pas le besoin d'amarrer leur amour à l'amour. Comme j'avais de la peine pour Anna, le soir où je l'ai vue dans la rue. Et pour Stéphane, et pour leurs 3 enfants, je commençais à comprendre. Surtout Monique. Même André partant pour le front avec les mots, je ne reviendrai pas ne m'avait inspiré autant de chagrin, ni sa veuve en pleurs, ni son fils Christophe. Parfois, l'existence paraît trop courte par rapport à l'amour. Parfois, au contraire, l'amour humain paraît trop court par rapport à l'existence, ou plutôt trop superficielle. Nous disposons tous d'une vie et d'un amour. Comment les accorder en un tout? Et, une fois parvenus à l'harmonie, nous devons rester disponibles aux autres, afin de ne pas nous replier sur nous-mêmes et de refléter toujours d'une certaine manière l'existence absolue de l'amour. Tel est le sens final de vos destins. Thérèse, André, Anna, Stéphane, et des vôtres, Monique, Christophe. Adam nous a tous nommés. Il a tué son nom. On peut dire qu'il est notre dénominateur commun. Je pense toujours à Christophe et à Monique. Il représente dès à présent l'existence
force absolue est l'amour. Il les représente d'une certaine manière. Laquelle exactement? Voici la question qui reste sans réponse. Jadis, André et moi, nous pouvions encore laisser une mémoire à travers le monde. Je ne sais pas trop ce que disait Adam, ni même Thérèse, la mère de Christophe. Pourquoi Anna faisait-elle une sorte de confession de ses dernières années? Elle me parlait d'un bien-aimé qui avait, paraît-il, mon visage. Et cela à propos de Monique. Oui, Monique s'empresse de nous quitter à tout prix, et le plus vite possible. Mais pourquoi? Je ne le sais pas. Refléter l'existence absolue et l'amour. Décidément, je ne comprends rien à rien. Pourtant, si Monique s'empresse de nous quitter aujourd'hui, c'est parce que nous les reflétons très mal. Et cela, je l'ai parfaitement compris. Et j'ai de la peine. Pour la première fois depuis des années, j'ai envie de parler à Anna, de m'ouvrir à elle, lui avouer mes erreurs, connaître les siennes, les partager. Je m'approche d'elle, je mets la main sur son épaule, ce que je n'ai pas fait depuis longtemps, très longtemps. Je lui dis, Anna, nous avons beaucoup perdu. Pendant des années, nous ne nous sentions plus enfants. Quel dommage, Anna, quel dommage.
mariage de Monique et de Christophe. Mon cœur est encore plus touché par le mariage d'Anna et de Christophe. Oui, j'y vois là les merveilles du travail de l'orfèvre. Oui, la miséricorde de Dieu. Oh, comme les enseignements des papes se complètent. Après la théologie du corps de Saint Jean-Paul II, tu penses peut-être à Maurice Laetitia du pape François? Oui, exactement. Je vois bien que les trois couples sont profondément heureux, même s'ils ne le voient pas toujours eux-mêmes. Oui, la joie se déploie dans le temps. Il faut juste entrer notre temps dans le temps de mon Dieu. Et notre cœur, le cœur du Christ. Il faut écouter, comme nous avons écouté la pièce de Carole Wojtyla. Écoutez la souffrance aussi peut-être. Oui, car la vraie parole du Christ, c'est la croix. C'est par elle que le Christ déconstruit tout pour ne nous laisser que l'amour.